Bonjour à tous, vous êtes bien sur LCP Public Sénat. Nous sommes avec Michael Zamès, bonjour. Et c'est l'heure de Parlement Hebdo, 45 minutes pour refaire l'actualité politique et parlementaire. Et on commence avec les titres de cette émission. C'était un moment fort à l'Assemblée. Les témoignages des familles et proches des victimes des attentats du 13 novembre ont été entendus par une commission d'enquête parlementaire. Elles ont dénoncé les dysfonctionnements et le manque drastique d'informations. La semaine politique, bien entendu, ambiance tendue chez les Républicains. Les concurrents pour la primaire se sont retrouvés au Conseil national, porte de Versailles, affichaient évidemment leur rivalité avec en toile de fond les primaires. Réduire le chômage, c'est l'objectif de François Hollande et aussi du projet de loi sur le travail qui sera bientôt présenté. Myriam El Khomri, le texte prévoit d'assouplir le temps de travail. Débat tendu en perspective à l'Assemblée. Notre invité cette semaine pour commenter toute cette actualité est Bernard Debré. Bonjour. Bonjour. Député de Paris, les Républicains, auteur de ce livre Un homme d'action, de l'hôpital à la politique. On en parlera un petit peu plus tard. On va bien sûr aussi commencer par l'actualité très politique. C'était le week-end dernier. Ça s'est passé porte de Versailles, Katia. Oui, les Républicains ont tenu leur Conseil national. Ce devait être une journée de débat sur la ligne politique du parti. Ce fut un concert un peu cacophonique de voix différentes et une tête d'affiche, Nicolas Sarkozy, qui a présenté son programme pour l'avenir. Sujet de Quentin Calmet. Il n'a pas quitté la tribune. Pendant les 2 jours du Conseil national, Nicolas Sarkozy s'est voulu à l'écoute des militants. Et en clôture, il présente un programme qu'il veut comme le projet du parti. Le texte que je vais vous présenter engage la direction de notre mouvement. Et naturellement, ce projet collectif ambitieux, si vous voulez qu'il ait du sens, il engagera notre mouvement et chacun de ses membres. Un texte transmis à toutes les fédérations, puis au bureau politique, qui pourront l'amender pour être soumis au vote des adhérents en avril et qui se veut être une base programmatique pour tous les candidats à la primaire. Chaque candidat, le moment venu, déclinera le projet spécifique, mais autour de ces lignes de force, je ne vois pas de difficulté pour qu'on travaille ensemble. Il faut une ligne pour le parti et en même temps, chacun devra proposer son propre projet. Pour les candidats déjà lancés dans la course à la primaire, pas question de suivre ce texte à la lettre. Non, certainement pas, non. Certainement pas, sans ça, il n'y a plus de primaire. Voilà. Vous savez, c'est très important de réussir les primaires. Si nous nous plantons aux primaires, nous nous planterons en présidentielle. Chacun d'entre nous candidats, moi-même comme candidat, nous exprimerons notre projet et les électeurs de la primaire, c'est-à-dire au-delà des militants, tous les Français pourront trancher. Nadine Morano, Jean-François Copé, bientôt Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet. Il pourrait être une dizaine à se présenter à cette primaire. Le clan Sarkozy prépare donc déjà les écarts sur la ligne. C'est la base pour tout le monde. Après, chacun rajoute, diffère, sépare. Voilà. Mais il y aura ceux qui seront dans la ligne, ceux qui seront à côté de la ligne, ceux qui seront très loin de la ligne, et puis les électeurs choisiront. Utiliser le parti pour faire avancer sa vision, tout en invoquant la démocratie interne pour se légitimer. Une tactique que Nicolas Sarkozy entend exploiter jusqu'à l'été et ainsi attendre le dernier moment pour annoncer sa candidature. Alors Bernard Debré, je voudrais savoir où est-ce que vous êtes par rapport à la ligne. Vous êtes loin de la ligne, très loin de la ligne, comme a dit Roger Carucci, ou alors très proche de la ligne? Écoutez, c'est très pathétique. Ah, d'accord. C'est pathétique, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il va y avoir une primaire. Et cette primaire est nécessaire et saine. Elle a eu lieu chez les socialistes. Elle a été parfaitement bien acceptée. Il y a eu quelques batailles d'hommes, ce qui est tout à fait normal. Ces primaires ont lieu partout dans le monde. Nous avons une primaire. Et Nicolas Sarkozy voudrait, de façon un peu pathétique, de dire voilà, alors je fais un programme, mais tout le monde doit adhérer au programme, ce qui fait que la primaire sera un concours de beauté. Donc ça veut dire quoi, que la primaire aujourd'hui, elle ne sert pas à rien dans ce contexte, dans ces conditions-là? Dans ce contexte, la primaire est indispensable, mais pourquoi voulez-vous imposer à tous les candidats de la primaire d'avoir le même programme? Je dis, et je le répète, on va vers un concours de beauté. Ah ben, Juppé, il est pas mal, oui, mais j'aime mieux la cravate de Fillon, puisqu'ils ont le même programme. Ce que vous craignez donc, c'est qu'on ne regarde pas les programmes, mais simplement les personnalités. Mais on va regarder les programmes, c'est pour ça que ce qu'a voulu faire Nicolas Sarkozy était un peu pathétique. Il a voulu prendre en charge lui-même son propre programme et l'imposer, non. Alors,
Vous dites qu'il y a des primaires partout, que c'est tout à fait normal, que ça a lieu dans les deux camps. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu trop de candidats, presque 10, pourquoi pas plus? Qu'est-ce que vous dites sur ça? Tout le monde a le droit de s'exprimer? Tout simplement parce qu'il y aura beaucoup moins de candidats. Vous n'oubliez pas qu'il y a la nécessité d'avoir des parrainages dans beaucoup de départements, qu'il faut des députés, des sénateurs, il faut beaucoup de monde. Et il y en a beaucoup qui n'y arriveront pas. Souvenez-vous, Le Pen, à un moment donné, on pensait qu'il n'irait pas. Des petits candidats comme, je ne les citerai pas pour ne pas leur faire de peine, mais des petits candidats vont faire un petit tour et vont s'en aller. Qui restera sur la ligne de départ, à votre avis, selon vous? Rien, il restera 6 ou 7... Déjà 6 ou 7, c'est beaucoup. Bah oui, c'est comme pour les socialistes, ils étaient 6 ou 7 également. Et c'est une bonne chose. On ne va pas faire une primaire à 2. Il y a une question aussi très importante qui a un petit peu agité pendant tout le week-end, c'est la question des législatives et des candidatures pour ces législatives, les investitures. Nicolas Sarkozy souhaite se prononcer avant le mois de juin. Je vois que vous souriez, ça vous plaît? Non, mais c'est complètement pathétique également. Ouais. Il est en train de dire aux députés, si vous êtes contre moi, vous ne serez pas investis, parce que c'est moi qui investis avant le mois de juin. Et les députés contre lui, il y en a un petit peu quand même. Et les députés lui disent, mais nous, on ne veut pas. Il est tout à fait naturel que celui qui sera désigné aux primaires, et qui a toutes les chances d'être élu, décide avec le mouvement qui sera investi. On ne peut pas investir avant. C'est ce qui s'est passé pour les socialistes avec Martine Aubry. Martine Aubry a investi, je ne sais pas combien, une dizaine d'écologistes. Regardez maintenant comment ils s'en dépêtrent. C'est très difficile. Alors, donc il ne faudrait pas commettre l'erreur de ce que l'ont fait les socialistes? Ni l'erreur, parce que ce serait une très grave erreur, ni, je crois, cette espèce de coup de force. En disant, c'est moi qui nomme, et je vais décider qui sera candidat, qui pourra être candidat. Bien sûr, je déciderai de ceux que j'ai envie et qui me soutiendront. Bernard Debré, on va passer au reste de l'actualité de ce lundi à l'Assemblée nationale. Une trentaine de parlementaires penchent sur les moyens de l'État face au terrorisme. C'est une commission d'enquête qui est née après les attentats du 13 novembre. Regardez ce reportage d'Alix Pichon. Les parlementaires se sont donné 5 mois pour comprendre. La première étape, donner la parole aux victimes, qu'elles soient des proches ou des rescapés. Georges Saligne était le père de Lola, décédé au Bataclan. Devant les députés, il a dénoncé l'atroce impréparation dans le dispositif d'urgence. On avait un numéro de téléphone qui était injoignable pendant des heures et des heures et des heures. Puis la nécessité d'appeler tout un ensemble de plateformes téléphoniques des hôpitaux. Et puis au final... Une annonce du décès qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer comme ratage. Voilà. L'accompagnement n'est pas à la hauteur, les victimes sont unanimes. Le traumatisme psychologique doit aussi être géré. Mohamed Zeka s'est trouvé désarmé lorsqu'il a fallu trouver du soutien pour sa fille, blessée au comptoir Voltaire. On n'était pas préparé à ça, arrivé à la maison, il fallait trouver un suivi psychologique. Elle avait peur, ne pouvait pas sortir. Au bout de 10 jours, on a trouvé une cellule qui sont venus à la maison et par la suite, ça s'est mieux passé. Gérer la souffrance invisible des victimes, mais aussi ouvrir une réflexion plus large. C'est ce que souhaitent les associations. Réfléchissons un peu sur ce qui a conduit notre société à en arriver là. Ce sont les enfants de la République qui tuent les enfants de la République. La commission d'enquête n'en est qu'à ses débuts, mais les victimes ont beaucoup d'attentes. Qu'elles ne s'en tiennent pas aux moyens policiers de renseignement et de déploiement de forces de l'ordre, mais aussi qu'elles s'interrogent sur les moyens de prévention des dérives sectaires et islamistes. Les députés poursuivent leurs travaux. Ils devraient entendre le Premier ministre dès le mois de mars. On le disait avec Mickaël Zalins à l'instant, il y a eu des témoignages très très forts lors de cette commission, des paroles de victimes assez dures, atroces préparations, a dit une victime, impossible de joindre quiconque, nous avons été livrés à nous-mêmes, etc. Vous êtes médecin, vous connaissez ce genre de situation d'urgence, est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements? Mais oui, il y en a eu, et c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que même quand nous avons eu des plans blancs, et nous en avons eu à l'assistance publique, jamais eu autant de morts et surtout autant de blessés, près de 400 blessés. Il y a eu des attentats en janvier. Oui, alors c'est ça. Le problème, c'est qu'on n'a
pas tiré les leçons de janvier, ni au niveau état d'urgence, parce qu'on aurait pu prendre l'état d'urgence en janvier. Ça, c'est une chose, on va en parler juste après. Mais les leçons qu'on aurait pu retenir... Après, on aurait pu retenir des leçons la sécurité des... pour la sécurité des lieux, et en Bataclan. particulier le Bataclan, parce que vous ne pouvez pas vous opposer à des terroristes quand vous avez un vigile qui est là et désarmé. C'est absurde. Et nous avons eu des ratages. Encore une fois, je ne suis pas là pour accuser. Je suis là pour voir ce qui a mal tourné, pourquoi et comment on pourra faire si jamais nous avons un nouvel attentat ou un nouveau drame. Si on reste sur votre domaine qui est donc l'hôpital, la médecine, etc., est-ce que là vous avez reparlé juste après ces attentats? Est-ce que vous avez décidé de faire d'autres choses supplémentaires? Pas décidé, c'est pas moi de décider, mais là on a eu quelques problèmes parce qu'on a eu trop de blessés, on n'a pas eu assez de matériel. C'est-à-dire que quand vous avez 350 ou 400 blessés qui arrivent, il y avait 3 ou 4 hôpitaux qui étaient désignés, il n'y a pas assez de matériel. Le matériel, c'est quoi? C'est des pinces, ce sont des matériels chirurgicaux. Ça a été limite. Et puis, il y a eu des difficultés au niveau de l'hospitalisation parce qu'il n'y avait pas assez de lits. On a un afflux de 400 personnes comme ça, c'est pas prévisible. Mais c'est tellement exceptionnel, il faudra en tirer les conclusions, mais je voudrais quand même saluer tous les médecins, mes collègues qui sont allés, et qui sont allés spontanément. Mais vous pointez quand même du doigt des manques, que ce soit dans les hôpitaux, mais en matière aussi de prévention de la sécurité. Prévention, renseignement. Vous savez, j'ai vu un ancien bâtonnier qui m'a dit une chose terrifiante. Il m'a dit, les frères Kouachi ont été écoutés. Le jour où on a décidé de ne plus écouter les frères Kouachi, on m'a écouté moi. Pourquoi lui? Parce que c'était les affaires Sarkozy, etc. Et donc on a préféré écouter un bâtonnier, un avocat, ce qui est absolument indécent, plutôt que de continuer à écouter les frères Kouachi. On mènera dans un instant sur les questions de renseignement, parce qu'on a un reportage dessus, Katia. Oui, on va rester, si vous le voulez bien, à l'Assemblée. Après, les sénateurs, les députés ont voté à leur tour l'état d'urgence. C'était mardi. L'état d'urgence a donc été prolongé. Les députés ont voté, ont validé la procédure. La séance a duré tard dans la nuit. État d'urgence contre état de droit. Les positions se sont affrontées. Alix Pichon. Les députés ont massivement voté pour la prorogation de l'état d'urgence. Seulement 31 votes contre. Les opposants ont pourtant été 5 fois plus nombreux que lors du premier vote en novembre dernier. Face à un hémicycle clairsemé, le ministre de l'Intérieur a défendu, chiffre à l'appui, le bilan de l'état d'urgence et son maintien. L'état d'urgence n'est pas synonyme d'arbitraire, est strictement encadré par la loi. L'état d'urgence est donc un élément de l'état de droit. Les bancs de la droite et de l'UDI sont acquis à la cause. Pour eux, l'état d'urgence se justifie par une menace terroriste toujours élevée. La menace, c'est le terrorisme islamiste. La menace, ce n'est pas l'état d'urgence. À gauche, certains y voient un mal nécessaire, mais des voix dissidentes se font tout de même entendre. L'état d'exception que nous appellerons état de sécurité est devenu la règle de la République. Une révolution sécuritaire est à l'œuvre en effet, qui transforme subrepticement notre société de liberté en société de surveillance et de soupçon. Mais pour le rapporteur du texte, la menace justifie les moyens. Monsieur Mamère, le terrorisme, ça ne se combat pas avec une fleur de tournesol. La France sera donc en état d'urgence jusqu'au 26 mai prochain. Pour l'heure, quelques 285 assignations à résidence sont toujours en vigueur. Bernard Debré, pour rebondir à ce que disait le rapporteur Pascal Popelin, la menace justifie les moyens. On ne combat pas le terrorisme avec une fleur de tournesol. Réponse à Noël Mamère. Qu'est-ce que vous dites, vous? C'est un peu à l'emporte-pièce. Le problème, c'est qu'effectivement, l'état d'urgence qui avait été décrété en novembre était légitime. J'ai voté pour la prolongation parce que le ministre de l'Intérieur nous a dit qu'il y avait encore du travail à faire, c'est-à-dire la nécessité de démanteler, autant que faire se peut, un certain nombre de réseaux. États d'urgence ne sont pas incompatibles avec... mais attention, il faut un jour arrêter cet état d'urgence.
On ne va pas vivre en permanence sous état d'urgence. Et j'ai vu même quelqu'un dans mon propre parti proposer que l'état d'urgence ne soit pas prolongé de 3 mois, mais de 6 mois. Non, non. Il faut savoir sortir de l'état d'urgence. Et oui, et ça va être le plus difficile. Oui, ça va être le plus difficile puisque la menace est là et pour longtemps. Oui, sauf que il y a à revoir nos lois. Effectivement, il faut revoir les lois qui permettent un certain nombre de perquisitions. Il faut revoir un certain nombre de nos lois. Il faut réactualiser les lois normales qui permettent à la police, à la justice, au renseignement d'agir. À partir de ce moment-là, on n'a plus besoin d'état d'urgence. Tout à l'heure, vous aviez dit quelque chose sur l'état d'urgence. Vous n'avez pas tiré les conclusions de l'état d'urgence après le mois de janvier, après les attentats de janvier. J'ai dit plus exactement qu'on n'avait pas mis l'état d'urgence après le mois de janvier. Le mois de janvier, on a vu que nous étions attaqués sur notre terrain. Il y avait donc Charlie Hebdo, l'hypercachère. On oublie aussi qu'il y avait une femme policière qui a été tuée. Et donc il aurait fallu mettre l'état d'urgence à ce moment-là. Là, on savait qu'il y avait donc des réseaux dans notre pays, sur notre terrain, qui venaient de Belgique ou d'ailleurs. Et là, on n'a pas mis l'état d'urgence. C'était trop tard. Et bien sûr, on aurait dû le mettre avant. On aurait pu peut-être éviter le Bataclan. Encore une fois, je ne jette pas la pierre à quiconque. On n'a pas voulu mettre l'état d'urgence. Et on n'a pas pris de mesures importantes après le mois de janvier. Et ça, c'est dramatique. Bernard Debré, on va ouvrir un dossier qui est assez encombrant pour le gouvernement, c'est celui de la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez certainement entendu parler. Les modalités d'un référendum ou d'une consultation qui ont été annoncées par le président de la République. Mais Manuel Valls est allé un petit peu plus loin cette semaine, car devant les députés, il a annoncé que tout pourrait arriver d'ici un mois. Les explications de Sophie Noman-Couturier. L'ambiance est agitée dans l'hémicycle. Le sujet qui fâche, le référendum local annoncé par François Hollande sur le dossier Notre-Dame-des-Landes. C'est un déni de démocratie. Ce référendum est malvenu alors que les urnes viennent à plusieurs reprises, et encore dernièrement aux élections régionales, de porter des équipes favorables à ce projet. Embarrassé, sous le regard de Ségolène Royal, le Premier ministre défend l'idée de ce référendum et met en avant une légitimité supplémentaire avant d'esquisser un semblant de calendrier. En nous donnant encore quelques semaines, un mois au plus, avec la ministre de l'écologie, les consultations nécessaires auront lieu à la fois sur la question qui sera posée, sur le périmètre de la consultation et sur les modalités, parce que personne ici n'ignore, ça a été rappelé depuis jeudi dernier, toute une série de problématiques juridiques. Des problèmes juridiques et non des moindres. Il n'existerait aucun cadre légal pour ce référendum local qui relève de la compétence de l'État. L'exécutif espère pourtant que la consultation pourra se dérouler avant l'été. Modification constitutionnelle 2003. Voilà, et donc vous revenez sur ce principe de modification constitutionnelle. On en sait un petit peu plus. Visiblement, ce sera une consultation uniquement sur la Loire-Atlantique. Ça sent quand même l'improvisation. Mais attendez, c'est l'improvisation et c'est illégal. En 2003, il a été décidé qu'on pouvait faire des référendums locaux, à la condition que ça soit de la compétence locale, que Notre-Dame-des-Landes soit de la compétence locale. Consultation. Mais Notre-Dame-des-Landes est de la compétence nationale. Donc ils n'ont pas le droit. Et on a vu le président du Conseil général, et même régional, dire écoutez, on n'a pas le droit de le faire constitutionnellement. Donc c'est d'une improvisation absolue. Pourquoi ? Parce qu'ils ont racolé des écologistes qui sont charmants au demeurant, Jean-Vincent Placé, notre sénateur, Barbara Pompili, Madame Coste, tout ça, il fallait bien les attraper et il fallait bien essayer de leur donner un peu de miel. Et le miel, c'était le référendum. Et j'ai un de mes collègues qui a dit à juste titre, ça fait plusieurs élections qui se sont passées et qui ont quasiment validé le référendum, le Notre-Dame-des-Landes. On l'a validé à chaque élection. Les candidats qui disaient « je suis pour » ont été élus. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut évacuer par la force les zadistes qui restent sur place? Il faut un état de droit ou pas? Oui, il faut un état de droit. Par la force. Mais bien entendu, on ne va pas leur donner à chacun un billet. Alors, M. Debré, pour... on attend, mais il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État. Que voulez-vous qu'on attende? On n'attend rien, on va faire un référendum et après, une fois qu'on aura fait le référendum, si jamais il a lieu, et que le référendum dit oui, qu'est-ce qu'on fait avec les zadistes? On leur dit, vous savez, maintenant, vous devez partir. Ils vont dire non. Et alors?
Et l'État va faire quoi? Rien. Rien. Sur ce dossier, l'État ne fera rien? Bon, écoutez, l'État, si, parce que Hérault est le député de Nantes, qu'il est pour, c'est son bébé, si l'on peut dire, mais ils ont pris dans le gouvernement des écolos qui sont particulièrement contre. On ne sait plus où on en est. Voilà, les écolos sont arrivés parce que c'était le dernier tour de manège gouvernemental, et s'ils ne rentraient pas dans le manège cette fois-ci, jamais il n'aurait été ministre. Et pour eux, c'était finalement l'objectif principal, c'est d'être ministre. Monsieur le ministre Jean-Vincent Placé, Madame la ministre Pompili, vous vous rendez compte? Pour eux, ça doit illuminer leur vie. C'était donc le dernier tour de manège. Alors on va revenir à l'actualité politique avec une deuxième mise en examen pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy mis en examen pour le financement illégal de sa campagne dans le cadre de l'enquête sur les comptes de sa campagne présidentielle. Explication Germain Andrieux. Avec au total un budget évalué à plus de 50 millions d'euros, soit plus de 2 fois le plafond légal autorisé, la mise en examen de Nicolas Sarkozy cible le financement illégal de la campagne présidentielle de 2012. Sur les chefs d'usage de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance, l'ancien président de la République bénéficie du statut de témoin assisté. Ses soutiens restent aujourd'hui confiants sur l'issue judiciaire. Moi, je ne veux pas répondre à la place de Nicolas Sarkozy ou à la place de n'importe quel autre candidat. Ça dépend pourquoi on est mis en examen, ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est quelque chose qui relève de la conscience de chacun. Voilà. Sinon, si on porte un jugement, ça veut dire qu'on n'est plus présumé innocent, mais présumé coupable. Rien n'aura été épargné à Nicolas Sarkozy jusqu'à maintenant. Chaque fois qu'il y a eu des accusations, rappelez-vous Bettencourt, rappelez-vous l'affaire de la prise en charge des amendes par l'UMP, chaque fois, ça a débouché sur un non-lieu. Autre réaction, celle d'Alain Juppé, son principal rival pour 2017. Sur Twitter, un premier message pour respecter la présomption d'innocence, sans oublier ses amitiés à l'ancien président dans ces moments difficiles. Certains républicains vont plus loin et souhaitent déjà revoir la législation en vigueur. Je pense que c'est l'occasion pour le prochain président de la République de proposer au Parlement une révision du mode de financement des campagnes électorales. En attendant, Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, reste formel. Cette deuxième mise en examen n'empêche pas pour le moment d'être candidat à la présidentielle de 2017. Oui, alors, pour vous faire réagir sur les propos de Thierry Herzog, rien n'empêchera Nicolas Sarkozy d'être candidat. Il a aussi dit qu'il ne faut pas être jugé 2 fois. Oui, alors ça c'est très, très curieux. Parce qu'effectivement, il y a toute une discussion aujourd'hui. Le Conseil constitutionnel a jugé les comptes de campagne insincères, comme d'ailleurs l'a fait la Commission nationale des comptes de campagne, et a donné une amende, donc a condamné Nicolas Sarkozy non seulement à rembourser les 11 millions d'euros donnés théoriquement par l'État, et puis il y a eu une amende de près de 380 000 euros. Il a donc remboursé. Il a donc été condamné. Et là, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Est-ce qu'on peut être condamné 2 fois et jugé 2 fois? Mais en tous les cas, il a déjà été condamné. Donc qu'on ne dise pas qu'il est totalement innocent. Il a été condamné par le Conseil constitutionnel à rembourser une partie et il y a eu une amende. Donc voilà. Est-ce qu'il peut se présenter? De moins en moins. De moins en moins. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher? Bon, écoutez, déjà, il y avait une jurisprudence qui disait que quand un ministre est mis en examen, quelles que soient les raisons et quelles que soient les conséquences, il devait démissionner. Vous voyez un président de la République, un ancien président de la République, se représenter contre, d'ailleurs, le même candidat qu'il a battu, donc François Hollande, se représenter alors qu'il est mis en examen 2 ou 3 fois. Enfin, moi, j'aimerais qu'on ait un peu plus de politique, comment dirais-je, saine et compréhensible. Dans ces conditions, Bernard Debré peut-il rester à la tête des Républicains? Non. C'est la même chose. Vous demandez son départ? Mais j'aimerais, je demande, je serais bien le seul, parce que beaucoup de gens sont en train de lui tirer les chaussures, mais je suis très clair, Nicolas Sarkozy ne devrait pas se présenter aux élections présidentielles, et qu'il en tire les conséquences complètes, qu'il s'en aille des Républicains, ou alors qu'ils nous disent, je ne suis pas candidat, mais je vais les organiser, avec les uns et les autres, mais enfin... Voilà, qu'on arrête de nous imposer
des investitures, de nous imposer le programme de Nicolas Sarkozy. Et vous demandez qu'il ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. Mais bien sûr. Dans le contexte aujourd'hui de la justice qui pèse Mais le cette épée de contexte Damoclès global, nous n'allons pas rejouer 2012 avec François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Marine Le Pen, etc. On va être la risée du monde entier. Et puis, on le voit actuellement, alors on ne fait pas évidemment une élection par des sondages, mais les Français le rejettent. Et ça ne va pas améliorer sa situation. Donc j'aimerais que ce soit plus clair. Vous avez parlé tout à l'heure, on va parler d'un autre sujet, vous avez parlé tout à l'heure de renseignement. Il y a un rapport annuel qui a été remis par Jean-Pierre Raffarin, qui est le président de la délégation pour le renseignement au Sénat. Ce rapport met en évidence le manque, en tout cas de moyens pour le renseignement français. Regardez. Jean-Pierre Raffarin a présenté ce matin à la délégation parlementaire au renseignement les principales conclusions de ce rapport. Carence majeure pointée par la Commission, l'absence d'un vrai système public d'évaluation du renseignement. Dans un entretien au Figaro, il plaide ainsi pour la création d'un corps d'inspection des services de renseignement. Il faut qu'à tout moment, les pouvoirs publics soient en mesure d'évaluer le travail des services de renseignement, comme sont évaluées les autres politiques publiques par des inspections générales ou la Cour des comptes. Une nécessité qui, selon lui permettrait de faire un retour d'expérience complet dans un contexte de menace terroriste. Un avis partagé par Christian Cambon, qui y voit également un moyen d'empêcher des dérives au sein des renseignements. Nous nous donnons cette possibilité de pouvoir intervenir si nous nous apercevions que des usages de la loi n'étaient pas conformes à l'esprit et à la pratique qui doit en être faite. Autre fait notable soulevé par le rapport, l'importance du renseignement humain, souvent sous-estimé par rapport aux moyens technologiques. Un point qui a pu être discuté ce matin en présence des patrons de la DGSI et de la DGSE. Alors sur ce manque, en tout cas de moyens pour le renseignement, il est assez illustré aussi par tout ce qui arrive sur le monde entier. Il y a le patron de la NSA, le renseignement américain, qui est grandes oreilles, qui écoute un petit peu tout le monde, qui dit qu'on n'a pas réussi à décrypter, le fameux décryptage, on n'a pas réussi à décrypter ce qui s'était passé pour les djihadistes et pour les terroristes qui ont frappé en France. Si on avait réussi à décrypter, on aurait peut-être réussi à éviter ce qui s'est passé. Il y a un vrai problème. Donc ils ont un temps d'avance sur nous à chaque fois. Non, parce que Google refuse qu'on décrypte. Parce que vous comprenez. Pour Apple qui a refusé. Ouais. Oui, pourquoi? Parce que pour casser le code de cryptage de votre téléphone, c'est absolument impossible. Donc il faut trouver un moyen pour passer à côté du code de tous les téléphones, dont ceux des terroristes. Et la balance, elle est claire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on va maintenant avoir une vie totalement transparente à la disposition de la DGSE, DGSI, des Américains qui vont pouvoir écouter absolument tout et décrypter tout. Ils peuvent déjà écouter. Décrypter tout. Et ça, c'est un vrai problème. Un mot, Bernard Debré, sur ce point. Manuel Valls a employé le mot d'hyperterrorisme en disant que nous serons encore frappés. C'est presque une certitude. Il a employé ce mot en Allemagne. Vous êtes d'accord avec lui de ce mot, hyperterrorisme? Oui, c'est de l'hyperterrorisme. Mais je dis que nous sommes dans un hyperterrorisme et nous ne voulons pas réagir par une vraie guerre. Nous envoyons des bombes. On ne sait plus d'ailleurs qui envoie des bombes sur qui. Les Turcs envoient des bombes sur les Kurdes. Les Kurdes sont en train d'être aidés par l'OTAN. Les Russes tapent sur... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne peut pas un jour se mettre autour de la table pour dire nous avons des terrorismes partout et soyons ensemble, qu'il y ait une coalition. Un petit peu en France. Alors on revient à l'Assemblée nationale avec une audition de Laurent Fabius dans la commission des lois. Désormais ex-ministre des Affaires étrangères, a défendu son parcours. Il est pressenti pour devenir le président du Conseil constitutionnel. Flora Sauvage. À 69 ans, Laurent Fabius a plaidé sa cause devant les parlementaires. Auditionné ce matin par la commission des lois, l'ex-ministre des Affaires étrangères a défendu son CV. Normalien, agrégé de lettres et énarque, celui qui fut en 1984 le plus jeune Premier ministre de France, a mis en avant son parcours professionnel alors qu'il est pressenti pour devenir le président du Conseil constitutionnel. J'ai été élu député la première fois en 1978. J'ai exercé des fonctions locales, j'ai donc été conseiller municipal, adjoint, maire. J'ai été
conseiller général au moment où ça s'appelait encore comme ça. J'ai été président de région. Après l'énumération de ses nombreuses fonctions, Laurent Fabius a tenté une opération de câlinothérapie auprès de sénateurs, pour la plupart acquis à sa cause. Il y a deux grandes catégories de députés par rapport à la question du bicamérisme. Ceux qui sont carrément contre et ceux qui sont contre, mais ensuite qui vont devenir sénateurs. Bon. Et moi, je fais partie de cette troisième catégorie, je ne sais pas si elle est nombreuse. Je ne crois pas avoir pris position contre le Sénat pour une raison assez simple, c'est que je suis partisan du bicamérisme. Au final, les questions qui fâchent sont restées dans les tiroirs. Les commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale se sont prononcées par 38 voix en faveur de la nomination de Laurent Fabius parmi les membres du Conseil constitutionnel. Il devrait donc succéder à Jean-Louis Debré début mars. Alors, une question, est-ce que c'est l'homme qu'il faut pour succéder à votre frère Jean-Louis Debré? Écoutez, je pense que c'est le meilleur des choix. C'est un homme qui a mûri en politique, qui a eu des actions que j'ai combattues, bien entendu, dans un certain nombre de cas. C'est pas un choix politique pour vous, de la part de François Hollande? C'est forcément un choix politique. Jean-Louis, mon frère, c'était aussi un choix politique de Chirac. Mais c'est comme ça, ils perdent leur couleur politique une fois qu'ils sont à ce poste. Bien entendu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un certain âge, et ça c'est important, et qu'ils n'ont plus d'autres ambitions. C'est terminé. Une fois qu'ils ne sont plus présidents, 9 ans après, ils ne vont pas se représenter. On va passer à la réforme du Code du travail. On en sait un petit peu plus sur le projet de loi qui sera annoncé le 9 mars par Myriam El Khomri, la ministre du Travail. Il brise pour le moins quelques totems de gauche. On voit tous les détails avec Sophie Normand-Couturier. Ils sont inscrits dans l'avant-projet de loi de réforme du travail, les 3 fondamentaux, le SMIC, le CDI et les 35 heures. Maintenu aussi, une majoration minimum de 10% pour la rémunération des heures supplémentaires. Mais la durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles. Temps de travail et salaire également modulables pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans lorsqu'une entreprise souhaite préserver l'emploi en cas de problèmes économiques ou le développer pour conquérir de nouveaux marchés. S'il n'est pas d'accord, le salarié pourra être licencié. Les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif seront plafonnées. En matière d'accords d'entreprise avec les syndicats, les accords collectifs devront être majoritaires et en cas de situation de blocage, des syndicats représentant au moins 30% des salariés pourront demander la tenue d'un référendum. Bernard Debré, on va venir sur ces questions dans un instant. Jim Jarassé est avec nous, notre partenaire du SCAN. Katia, sur la loi El Khomri. Oui, alors cette loi contient des mesures quand même qui vont assez loin. Et c'est proposé par un gouvernement de gauche. Est-ce que ça vous étonne, ça vous surprend ou au contraire vous en félicitez? Écoutez, je m'en félicite parce que je ne voudrais pas qu'on dise c'est une mesure de droite ou de gauche. Ce sont des mesures de bon sens. Quand Schröder, voilà, j'ai pensé à l'Allemagne. En Allemagne, qui était à gauche, fait Hartz 1, 2, 3, c'est-à-dire qu'il fait ces mêmes mesures. Il était à gauche, il a sauvé l'Allemagne. Quand vous voyez Cameron et ses prédécesseurs, ils ont fait ces mêmes mesures et ça a sauvé l'Angleterre. Donc merci François Hollande. Bah écoutez, d'abord on va voir si ça passe. C'est pas évident, sauf qu'un certain nombre d'entre nous ont voté pour. Vous êtes prêts à voter. Attendez ce qui va se passer. Parce qu'il y a la commission des lois, il y a la commission d'affaires sociales. Et si ça reste en l'état, vous êtes prêts à accepter dans l'état, il faut qu'on nous dise, oui, moi, il y a des mesures qu'on va voter. Donc c'est ce que je vous disais, merci François Hollande. Je crains le pire avec les socialistes. Je crains le pire. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent faire des amendements absurdes. Et le problème que l'on a, c'est la loi, c'est tout ou rien. Ou on vote ou on est contre. Alors qu'il y a certainement une grande partie de mesures sur lesquelles nous sommes pour, nous voterons pour. Peut-être vont-ils nous sortir du chapeau des amendements. Bah, évidemment. Et vous pensez qu'ils vont reculer? Mais évidemment. Évidemment. Madame El Khomri a déjà dit qu'elle envisageait peut-être de mettre l'article 49.3, ce que, évidemment, François Hollande a dit le contraire, ce qui montre une certaine cohésion gouvernementale, mais ça, on est habitué. Mais ça veut dire que le principal obstacle, ce sont les socialistes, les écolos, c'est la majorité. La majorité. Alors, est-ce que la majorité va accepter
de se faire tondre? Ou est-ce que le bon sens va l'emporter? Bien sûr qu'il faut que le bon sens l'emporte. Et l'autorité aussi, quand même. Ça implique quand même de l'autorité. Ça, l'autorité, je ne suis pas sûr que le gouvernement sache ce que c'est. Allez, on va passer dans la parole. On va passer à la suite, la loupe du scan avec notre partenaire. C'est tout de suite. Bonjour Bernard Debray. Bonjour. On va commencer cette séquence par 2 images. La première, c'est cette vitrine de librairie qui a beaucoup circulé sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Ah oui. On y retrouve les livres de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Jean-François Copé et François Fillon, agrémentés, vous savez, de ces petits commentaires facétieux parfois que mettent les libraires dans les librairies. Ces messages, j'ai changé, moi aussi, moi encore plus. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, cette image? L'humour français. Bon, moi, ça me gêne pas. Et ça veut dire que les politiques sont pris à leur propre piège. Parce que je me souviens de Jean-François Copé, je jure, j'aurai jamais la langue de bois. Oui. Après, il fait ci, après, il fait ça. Bon, voilà, ils sont pris à leur propre piège. C'est le jeu. C'est le jeu. La seconde séquence, elle a été tournée par les caméras du petit journal de Canard+ ce week-end lors du Conseil national des Républicains. Elle met en scène Brice Hortefeux et Jean-François Copé. Et vous allez le voir, l'ambiance est assez glaciale. Regardez. Jean-François Copé est juste là. Châtel et Hortefeux approchent. Vont-ils saluer Copé? Réponse. On a tout un programme. Ambiance glaciale donc. Au vu de ces 2 documents, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter un peu de l'image que peuvent renvoyer les Républicains dans cette période pré-présidentielle? Rachida Dati, elle dit quelque chose, elle dit « La primaire, ça rend le parti complètement fou ». Est-ce que vous êtes d'accord? Comme toujours, elle a raison, comme Churchill qui dit la République, la démocratie, pardon, c'est ce qu'il y a de pire, sauf qu'il n'y a rien d'autre. Eh bien oui, la primaire est indispensable, mais ça rend un peu sur les l'image candidats que ça renvoie fous. Vis-à-vis de votre parti auprès des électeurs. Est-ce que c'est une bonne image? Non, mais est-ce qu'on peut faire autre chose? N'oubliez pas simplement que ces élections de 2017 vont être très particulières. Le deuxième tour va voir s'affronter Marine Le Pen contre soit la droite, soit la gauche. Ce n'est plus une bataille droite-gauche au deuxième tour, entre le représentant du Parti Socialiste et le représentant du Parti Les Républicains. C'est plus ça. Il faut maintenant avoir un candidat dès le premier tour qui rassemble avec le centre, la droite, pour aller combattre le Front National au deuxième tour. Donc les primaires sont fondamentales. Indispensables. Indispensables. Alors, le candidat dans ce dispositif que vous soutenez, c'est pas un grand secret, il s'agit de François Fillon. Oui, c'est pas un grand secret. Pourquoi voulez-vous que j'ai un secret? Non, mais il n'y a pas de secret, justement, c'est ce que la je dis. vérité. Il y a quelques semaines, vous disiez de lui, vous êtes un soutien un peu critique quand même. Vous disiez il faudrait qu'il soit un peu plus pugnace, qu'il aille un peu plus au combat pour se démarquer. Est-ce que par exemple cette semaine, il aurait dû être plus offensif, comme vous l'avez été il y a quelques minutes, après la mise en examen de Nicolas Sarkozy, par exemple réclamer que Nicolas Sarkozy se mette en retrait de cette compétition? C'est plutôt à moi de le dire qu'à lui. Voilà. Donc on sait que les candidats doivent avoir une certaine rondeur. Il faut qu'ils gardent cette rondeur. Moi, je n'ai pas besoin de l'avoir. Comment expliquez-vous que ça fonctionne aux côtés des chefs d'entreprise, par exemple, que son programme visiblement imprime de ce côté-là, mais que dans les sondages, c'est radiocardogramme plein? Bon, bah, écoutez, il n'est pas encore le premier dans les sondages, tant s'en faut. Mais moi, je suis derrière lui parce que il est honnête, il a un bon programme, et j'ai ce qu'on appelle une certaine fidélité. C'est rare en politique. Et donc, je garde cette fidélité, je vais faire tout ce que je peux pour l'aider avec d'autres. Il y a beaucoup de députés et de sénateurs. Oui, mais dans l'opinion, ça ne fonctionne pas, Bernard. On verra, on a quelques mois. Vous pensez qu'il peut gagner? Je l'espère. Je ne vais pas vous dire, oui, il va gagner, il va gagner. Bon, je veux dire, je l'espère, on va tout faire pour ça. C'est-à-dire que je vais aller avec d'autres dans les villes de France, je vais en Gironde, je vais Et ça peut suffire, il ne faut pas qu'ils fondent l'armure, par exemple. Il faudrait qu'ils fondent l'armure. Vous savez, le problème, et on l'a dit souvent, les politiques font un peu de théâtre. C'est,
Bon, quand on sort d'ici, quand on aura vu l'émission, on me dira, vous avez été formidable. Alors, ça vous a plu ce que j'ai dit? Ah, j'ai pas retenu, mais votre cravate était très très bien. Donc c'est ça qui lui manque, ce côté il faut aussi, la faconde, ouais. les gestes. Il faut qu'on sente qu'il aime les électeurs. Mais il est comme ça, François Fillon, parce que nous, on le connaît pas comme ça. Il est timide, C'est vrai que dans la vie publique, il est timide. Il doit forcer sa nature. Il force un peu sa nature. Jim. Il y en a un autre, comme vous, qui ne porte pas vraiment Nicolas Sarkozy dans son cœur, c'est votre frère Jean-Louis Debré. Il est libéré dans quelques jours de ses fonctions, on l'a dit, de président du Conseil constitutionnel. Il prépare apparemment un livre qui devrait sortir au mois d'avril, dans lequel il reviendra sur son expérience et notamment peut-être sur les pressions qu'il a subies en provenance du camp de Sarkozy, notamment au moment de l'invalidation, vous en parliez tout à l'heure, des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Ça peut être une bombe pour Nicolas Sarkozy. Il faudra lui demander. Vous en parlez pas avec lui? Mais non, mais enfin écoutez, il y a la nécessité d'abord de ne rien dire tant qu'on est. Évidemment. Après, il est maintenant libéré, il faut peut-être pas non plus tout dire. Pourquoi? Parce que, quand même, quand on est à sa place, il y a des choses qui ne doivent pas être dites. Hein, il est un petit conseil que vous lui donnez? Il est dans quel état d'esprit, Jean-Louis Debré? Mais j'en sais rien, demandez-lui. Hein. C'est un petit conseil que vous lui donnez, ne dit pas tout. Oui, mais il ne faut pas non plus se venger. Ouais. D'accord. Pas de vendetta. Jim, il reste une petite minute pour poser une dernière question. Vous et votre frère, vous êtes aussi très proche de Jacques Chirac. Est-ce que vous l'avez vu récemment? Est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner à son sujet? D'abord pour deux raisons. D'abord parce que je ne l'ai pas vu récemment. Et deuxièmement qu'il y a le secret médical. Donc je ne dirai rien sur Jacques Chirac. On sait tous ce qui ne va pas bien. Merci beaucoup, Jim. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Katia, merci beaucoup. Jean-Louis Debré, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah oui, Jean-Louis, c'est votre frère. On en parlait récemment. Mon jumeau. Frère jumeau. Merci Bernard Debré d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très bientôt. Très bonne suite de programme sur la chaîne LCP et Public Sénat.